Bonjour à tous et bienvenue au Kingdom, là où on en voit toutes les couleurs avec votre King Dumby. Aujourd'hui on va parler d'un sujet d'actualité chaud, c'est-à-dire la crise du logement. On sait tous, puis si vous savez pas là, ben je vais vous le dire, que Airbnb est une des causes de la crise du logement. Mais plusieurs se questionnent à savoir pourquoi et comment. Eh bien on va checker ça ensemble. Selon un article du journal Les Affaires, il est important d'avoir une offre de logement dont le taux avoisine les 3% d'inoccupation. Présentement, à Québec, le taux serait environ à 1,5%, alors qu'à Montréal, il serait à 2%. D'autres sources semblent proposer des taux plus optimistes. Toutefois, sans registre du logement, c'est difficile d'avoir le véritable taux d'occupation. Ça peut sembler comme pas vraiment important comme différence, là, 1% ou 1,5%, mais ça a des conséquences réellement désastreuses. Par exemple, ça permet aux propriétaires d'augmenter les loyers en expliquant avec mauvaise foi que c'est simplement parce qu'il y a plus de demandes puis que la rareté justifie l'augmentation des loyers. Cette baisse du taux d'inoccupation est causée non seulement par une augmentation démographique de la province qui était en 2022, selon le bilan démographique du Québec, la plus élevée depuis que les données comparables sont disponibles, soit en 1972. Elle surpasse ainsi les niveaux relativement élevés atteints en cours de la période pré-pandémique. Mais aussi par la stagnation de l'offre, voire même la diminution causée par notamment Airbnb. Toujours selon Les Affaires, la Société canadienne d'hypothèques et de logement estime qu'il faudrait bâtir plus d'1 million de nouveaux logements en 8 ans pour rétablir le marché locatif. Ces nouveaux logements-là devront prendre en considération les personnes à faible revenu qui devront lutter avec un marché du logement terriblement dispendieux. Effectivement, s'il ne faut pas dépenser plus qu'entre 25 et 35% de son revenu en logement pour avoir une vie adéquate, eh bien avec un salaire minimum à 15,25$, donc un salaire brut mensuel de 2440$, ça me semble improbable. Car le marché du logement présentement à Montréal a un prix locatif moyen entre 1093$ et 1769$ par mois, ce qui représente entre 45 et 73% d'un revenu mensuel au salaire minimum. Il ne faudrait pas non plus oublier les sans-abri qu'on pourrait loger si on suivait la stratégie logement d'abord. En anglais, Housing First, finlandaise, mais notre marché présentement ne le permet pas malgré les estimations de CBC qu'il y aurait des millions de maisons vides au Canada. De surcroît, si on se fie aux théories économiques, lorsqu'il y a augmentation de la demande d'un bien essentiel, donc inélastique, ce qui signifie que la demande ne change pas selon les variations ou les changements de prix. Sans augmentation de l'offre, les entrepreneurs peuvent augmenter leur prix sans crainte de ne pas pouvoir écouler leur stock. What's up? Ici Editing Dumby, je prends 2 secondes dans votre vraiment intéressante vidéo pour rajouter un point par rapport à l'inélasticité de la demande. Ce que j'essayais d'expliquer puis que je pense qu'il n'est pas 100% clair, c'est que on est obligé de se loger, peu importe le prix, donc on va payer ces prix-là même s'ils sont incroyablement élevés, même s'ils sont beaucoup trop dispendieux. Voilà, c'était ça le point que j'essayais de dire. Donc les propriétaires peuvent augmenter les prix puis on va être pogné pour payer. On va être pogné pour payer puis on n'a pas le choix puis on n'a pas les salaires pour. Donc c'est ça, mon point était peut-être pas super bien expliqué. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait un petit aparté. Peace! Hey, on retourne aux vidéos parce qu'il est vraiment beau ce bonhomme-là. Donc la crise du logement peut se résumer à une augmentation de la demande puis une stagnation de l'offre-ci. Eh bien oui, mais la stagnation, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé de manière entièrement naturelle. En effet, la stagnation, voire la diminution de l'offre peut être attribuée à des actions d'entrepreneurs qui causent en grande partie nos problèmes sociétaires présentement. On va enfin parler d'Airbnb. Selon 24 heures à Montréal, le revenu annuel moyen généré par les hébergements touristiques fréquemment loués s'élève à 20 346$. Il semble plus rentable de louer via Airbnb que de louer à des locataires parce qu'il est ainsi possible d'éviter les régulations du contrôle des loyers. D'ailleurs, il s'agit d'une des critiques de la compagnie. Elle ne respecterait pas les réglementations de plusieurs endroits dans le monde, dont le Québec. C'est dans ce contexte que la presse écrit que Airbnb, tout comme les autres plateformes de location touristique, devrait être bannie au Québec parce qu'elle exacerbe la crise du logement en accaparant 29 482 appartements dont 79% sont loués illégalement selon des organismes de défense des locataires. Pour en rajouter une couche, la coopérative de solidarité Pivot
démontrait dernièrement qu'il y a une alliance malhonnête entre certains propriétaires et des hôtes d'Airbnb. Surnommée la combine de Montréal, cette tactique nécessiterait que les propriétaires expulsent leurs locataires de manière légitime ou non, puis ensuite transforment leurs immeubles en hôtels fantômes. Ensuite, ces logements sont loués à des hôtes Airbnb qui savent qu'ils vont pouvoir refaire leur argent rapidement. Des dizaines de milliers de dollars mensuellement, selon l'article, et acceptent de payer des loyers à des prix incroyables. Ainsi, les propriétaires font beaucoup plus d'argent qu'avec des locataires de longue date qui payent leur loyer dans la légalité de leurs droits. De plus, cette situation augmente la valeur des immeubles. Ensuite, ils peuvent revendre à gros chiffres afin d'avoir des profits faramineux. Donc, il semblerait que les efforts de la loi 100 qui avait rendu obligatoire le fait d'enregistrer son logement pour le loyer à court terme, mais l'est largement bafoué actuellement. Seulement 30% des annonces de logement sont légales au Québec. Ne soit pas suffisant. Le projet de loi 25 forcerait l'obtention d'un certificat pour le logement touristique, mais nous ne savons pas encore si ça va fonctionner comme prévu. Les projets de loi, là, ils vont pas toujours dans le sens des locataires. Par exemple, le projet de loi 31 selon Éco-Société s'apprête notamment le dernier recours de solidarité dont il dispose pour se protéger des hausses abusives de loyers, la cession de bail, un droit acquis depuis longtemps. Pour ajouter l'insulte à l'injure, les mesures qui sont présentées comme leur étant favorables pourraient en fait être utilisées contre eux. Par exemple, pour légaliser les montants dérisoires que reçoivent les locataires évincés. Alors, il n'est pas surprenant que les locataires se retournent vers des organismes comme le Frappru ou le Airclac, puis se lancent dans les rues pour demander des changements aux décideurs puis aux décideuses. Ça va pas bien. Pourquoi les gens, ils n'économisent pas pour acheter une maison alors? Eh bien, lorsqu'une partie trop grande est attribuée au loyer, plus de 30%, il devient difficile de payer le restant de ses factures pour la nourriture et le transport. Face à une augmentation de l'indice des prix à la consommation, les gens se retrouvent avec peu ou pas de réserve et une quasi-incapacité de mettre de l'argent de côté. Bien sûr, il est possible de mettre 10, 25, 50 piastres de côté par paye. Toutefois, il faut mettre un minimum de 5% de mise de fonds pour l'achat d'un premier domicile. Et par exemple, le prix médian d'une maison à Québec est de 350 000 piastres, ce qui donne une mise de fonds d'environ 17 550 piastres. Quelqu'un qui arrive à mettre, par exemple, 100 $ de côté par paye aux 2 semaines aura besoin de 176 payes ou plus simplement presque 7 ans pour en avoir suffisamment de côté. Durant ce temps-là, il ne devra pas avoir d'imprévu et jamais piger dans sa réserve. Évidemment, il serait possible d'emprunter ailleurs ou de jouer à la bourse, d'investir ou bien que le marché fluctue, mais vous comprenez le gros de la situation, right? Les banques ne permettront pas un emprunt aussi gros. Des gens vont sûrement dire que les personnes auraient dû faire des études ou bien qu'ils devraient avoir des jobs à gros salaire. D'abord, le système éducationnel n'est pas fait pour tous puisqu'il est très capacitiste. Ensuite, lui aussi est très dispendieux. Enfin, peut-être qu'on pourrait ne pas vivre toute notre vie de manière constamment transactionnelle. Peut-être qu'on pourrait s'assurer que les besoins de base, dont le logement qui mène au sentiment de sécurité de tous, soient priorisés et comblés. Peut-être qu'au lieu de laisser une poignée de gens prendre tous les endroits où vivre et décider des prix, on pourrait mettre notre pied à terre. Moi, personnellement, je suis d'avis qu'il faut suivre la logique de tout le monde a une portion avant que les gens puissent se resservir, mais pour le logement. Ceci met fin à ma première capsule d'actualité. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires et s'il y a des billets, n'hésite pas à laisser une référence ou un commentaire constructif. Pense bien à partager la vidéo si tu l'as aimé puis laisse-moi un like. Si tu connais pas la chaîne King Chroma, ben je fais plein de trucs en passant de la musique jusqu'au sketch. Je fais aussi des blagues grosses puis des vidéos éducatives et instructives. Si ça t'intéresse, tu peux devenir membre du Kingdom d'un simple clic sur le subscribe et tu peux me suivre partout en ligne en suivant mes liens sur mon All My Links. J'espère que tu as eu du fun et à bientôt!